Pumbu, la population a vu ses inquiétudes croître avec l'arrivée des sous-siates de police. Un jeune homme d'une vingtaine d'années y a été tué par balle ce matin. Le ministre Tshibanda des Affaires étrangères s'est entretenu avec une délégation belge pour évaluer les projets indicatifs des coopérations Kinshasa-Bruxelles 2010-2013. Antena, le journal, Patricia Amouli. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous venons de l'apprendre. Un accident de circulation vient d'avoir lieu à Kitambo ce 15 octobre. Une fois de plus, le fameux bus 207 a fait des ravages, 2 morts et plusieurs blessés. Avec un peu de chance, nous vous proposerons les premières images avant la fin de ce journal. Une police qui tue, ça existe. À Kinshasa, c'est 15 octobre 2013, à la cité Pumbu à Mongafula, la population a eu l'impression d'assister à une guerre. Un jeune garçon de 20 ans révolu Oris et son nom a été tué à bout portant par les policiers selon les témoins. Suivez ces images déplorables dans ce commentaire de Nadia Koulinfouka, Patrick Borel-Moukendi, Giuseppe Belebele. Ces images insupportables sont des conséquences de l'insécurité au quartier Pumbu dans la commune de Mongafula. Ce jeune homme, Oris, est mort assassiné par des hommes en uniforme non autrement identifiés. Ce cas de malheur est arrivé mardi 15 octobre autour de 2 h du matin. C'était à 2h moins 10 lorsque les hommes en uniforme ont forcé la porte pendant que le propriétaire de la maison était absent à l'hôpital. Il y a eu des tirs nourris et c'était comme au front. Comme dans une guerre, une panique générale, on ne savait où donner la tête. Une femme voisine de la victime relate le fait avec en douce un constat interpellateur, non pas seulement pour les quartiers Pumbu, mais pour l'ensemble de la ville Kinshasa. Nous étions surpris d'entendre le coup de feu la nuit. Ce qui nous a fait plus mal que ce garçon a été tué par la police commis ici. Nous demandons vraiment au gouvernement de faire de son mieux pour éliminer cette situation à Kinshasa. Censée protéger les personnes et leurs biens, la police nationale congolaise devrait pactiser avec la population au lieu de verser dans les tracasseries, extorsions, voire le meurtre. Kinshasa serait-elle en proie des accidents de circulation? C'est la question que la population se pose chaque jour vu le taux qui va croissant jour après jour. L'excès de vitesse couplé à la crevaison de pneus a ôté la vie à 2 personnes ce mardi 15 octobre 2013 à la hauteur de Binza-Pompage. C'est confirmé par des sources officielles à l'écroulement de l'immeuble Glody Center au quartier Basoko dans la commune de Ngaliema. Il n'y a pas eu de mort au 2e jour de cet accident ou incident malheureux. Ce mardi 15 octobre 2013, on a compté au total 4 victimes, soit fracturées, soit blessées. Les reportages d'Éric Izami. Son écroulement fait soulever des vagues et occasionne de nombreux questionnements. L'immeuble Glody Center a cédé lundi 14 octobre 2013. Pour en savoir un peu plus, mardi 15 octobre 2013, soit 24 heures après, il nous revient de services officiels compétents qu'il n'y a pas eu de mort. Heureusement, mais une dame victime a vu toutes ses 2 jambes cassées. Et puis quelques autres victimes énumérées à 3 ont eu de blessures relativement graves, mais elles ont été acheminées à l'hôpital. Par-dessus tout, cet écroulement a fait déplacer des autorités gouvernementales pour voir comment essayer d'apporter de l'aide au plus vite. Sur place, au lieu du sinistre, les services spécialisés ont fouillé, nivelé pour rechercher dans les décombres ceux qui éventuellement pouvaient s'y trouver sans succès. Ils n'ont pas déniché la moindre vie qui serait vraiment en détresse. Mais les images sont plus qu'éloquentes. Ces sinistres frappent la conscience de toute une ville, une mégapole peuplée de près de 10 millions d'âmes, où de temps en temps la population crie à l'anarchie, à la fois au laxisme dans plusieurs domaines, malgré les gros efforts des décideurs et de mesures d'encadrement. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de mort, mais le bilan de dégâts matériels est important. Il a relancé d'ailleurs les débats sur l'expertise réelle dans le domaine de la construction à Kinshasa, la capitale. Somme toute, l'opinion devra se souvenir du savant anglais Adam Smith qui a insisté sur une phrase, au demeurant sage, à savoir « à chacun son métier ». Autre chose, 15 octobre de chaque année, le monde célèbre la journée des lavages de mains. À Kinshasa, la division provinciale de la santé qui s'occupe de l'eau, l'hygiène et l'assainissement a organisé à l'occasion une campagne de sensibilisation au village Au-Marie à Ntsele. Anne-Marie aussi, Hugues Moussangela ont fait les déplacements pour proposer ce reportage.
Selon les résultats de l'enquête mixte 2010, plus de 40 millions de Congolais vivant dans les zones rurales ou périurbaines sont exposés aux maladies de mains sales, faute de se laver les mains avec de l'eau et du savon. Et beaucoup de Quinoises et Quinois ont une influence négative sur la volonté de se laver les mains correctement. Il serait donc plus responsable pour nous de profiter de la présente célébration, campagne de sensibilisation sur le lavage hygiénique de mains. Pour le groupe Unilever, c'était une occasion pour sensibiliser ces villages à l'utilisation du savon pour les lavages nécessaires de mains. Et nous, qui amenons un appui matériel que le savon, nous disons ceci. Lancer un savon sur le marché, c'est bien. Mais lorsque ce savon s'adapte à la réalité de l'environnement, c'est encore trop bien. Et enfin, lorsque ce savon peut accompagner les consommateurs dans leur quotidien, ça devient encore très intéressant. C'est le cas des savons Lifebuoy. Contribuer à l'amélioration de la santé de la population congolaise, tel est le souhait émis par Kusungi Latobo. La pratique de lavage de mains par les élèves dans les écoles assainies a atteint beaucoup de foyers et est arrivé à réduire jusqu'au point zéro les maladies de mains sales. À cet effet, une série de prix et de cadeaux a été remise aux participants pour les encourager à cette pratique de l'hygiène. En marge de la Journée internationale de l'alimentation prévue le 16 octobre de chaque année, le représentant résident de la FAO en RDC, Diagagé, a invité tous les Congolais à se procurer d'un aliment sain. Dans une communication qu'il a faite lundi 14 octobre devant la presse, il a relevé que chaque composante du système alimentaire a une incidence sur la disponibilité et sur l'accessibilité des aliments au bout de la chaîne. Sylvain Kapombo Bosengele, Patricia Molengombo Lekoni, images et commentaires. Il importe donc que nous gardions tous à l'esprit qu'une bonne nutrition repose d'abord et surtout sur une alimentation saine. Qu'une alimentation saine suppose des systèmes alimentaires sains, tout autant que des moyens adaptés en termes d'éducation, de santé, d'assainissement et d'autres. Que les systèmes alimentaires sains ne peuvent être bâtis que sur des politiques adaptées, des mesures d'incitation et une bonne gouvernance. Comme annoncé en début de ce journal, un accident de circulation vient d'avoir lieu à Kitambo. Une fois de plus, le fameux bus Mercedes 207 a fait de ravages, 2 morts et plusieurs blessés. Suivez ces images, non commentes. C'est bien triste. Le musulman du monde entier ont célébré ce mardi 15 octobre la fête de la Tabaski à Kinshasa. Aucune cérémonie officielle n'a été organisée. Par contre, les musulmans se sont retrouvés chacun dans sa mosquée. Notre équipe des reportages Africa Mujinga et Safi Maléou ont pris part à la prière à la mosquée Citas dans la commune de Barumbu. Comme à l'accoutumée, après l'ablution, tous dans les temples. Tasbir à la main, rimar sur la tête, biguel aux pieds et aux mains et égorgement de moutons, les musulmans ont respecté la grande fête, c'est-à-dire la Tabaski. Un seul message est véhiculé dans toute la ville. L'homme doit respecter ses engagements envers Dieu, envers ses semblables et envers son pays. L'homme doit se sacrifier et être patient. Pour Tchekiman Kapuluta Salim, cette journée revêt une importance capitale. La journée nous rappelle, comme on le définit, la journée de sacrifice. Sacrifice, c'est-à-dire nous,
il nous faut travailler beaucoup. L'homme doit se sacrifier, il doit se prendre en charge pour développer son pays. Si Abraham a voulu sacrifier son fils, nous aujourd'hui nous ne pouvons pas donner des sacrifices des enfants. Mais au contraire, il nous faut travailler beaucoup, aimer notre pays. C'est ça notre sacrifice. Pour rappel, la fête de mouton a été instaurée par Abraham lorsqu'il voulait sacrifier son fils Isaac. Et à chaque fois que cette journée est célébrée, les musulmans consomment le mouton. Ouvrons le chapitre politique dans ce journal. Le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, a échangé ce mardi 15 octobre avec l'ambassadeur de Grèce en République démocratique du Congo, Alexandre Katranis. Les deux personnalités ont passé en revue la situation politique et sécuritaire dans les pays, nous disent Sylvie Fortuné Mboula et Blesonda. Alexandre Katranis et Aubin Minakou ont échangé ce mardi au Palais du Peuple sur plusieurs questions, notamment les conclusions de concertation nationale qui se sont tenues à Kinshasa du 7 septembre au 5 octobre dernier. Un autre sujet abordé par les deux personnalités, c'est l'évolution des pourparlers de Kampala. Donc je voulais écouter de la part du président de l'Assemblée nationale ce qui s'est passé par rapport aux concertations nationales, ce qui se passe par rapport au pourparlers de Kampala, ce qui se passe dans la vie politique du pays. M. Minakou m'a donné un tour d'horizon sur les événements, les évolutions du développement politique au pays et sur cette conception de cette démocratie consensuelle, de cette approche consensuelle du président de la République et du gouvernement. Les diplomates grecs ont salué l'approche consensuelle du chef de l'État et encouragé les décideurs de la République démocratique du Congo à privilégier l'intérêt de tous les Congolais. Car, a-t-il souligné, la Grèce, qui a une longue expérience politique, voudrait la partager avec la RDC. Dans une dépêche publiée ce mardi par l'agence France Presse révèle qu'un accrochage a eu lieu dans la nuit du lundi à mardi sur la ligne de front entre les FARDC et le rebelle du M23. L'AFP précise que l'accrochage a eu lieu près de Kibumba, à une quinzaine de kilomètres au nord de la ville de Goma. Le M23 nous a encore une fois provoqué vers 2 h du matin, sans succès, a déclaré à l'AFP le lieutenant-colonel Olivier Amouli, porte-parole des FARDC. Et puis, le gouvernement de la République démocratique du Congo en appelle à des sanctions contre le M23 et ses parrains rwandais. Le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Malanga, a hier demandé aux autres membres de la communauté internationale d'emboîter les pas aux États-Unis qui ont déjà sanctionné le Rwanda et quelques leaders du M23. Alain Kouka s'est penché sur la question. Le M23, encore le M23, toujours le M23. Ce mouvement rebelle est devenu un véritable casse-tête chinois pour le gouvernement de la RDC. Pillage systématique de ressources naturelles, recrutement d'enfants dans ses rangs, tueries, viol des femmes, attaques contre des casques bleus de l'ONU et planification d'actions terroristes. Voilà autant de crimes reprochés à cette rébellion soutenue par le Rwanda. Pour le gouvernement congolais, c'en est trop, il faut des sanctions exemplaires. Nous, l'efficacité de la stabilisation de la région des Grands Lacs commande que les Nations Unies et tous les autres membres de la communauté internationale rompent avec l'indifférence et qu'ils se joignent à cette réprobation du mépris du droit international, du mépris de la vie humaine affiché par ceux qui ont créé et qui soutiennent la force négative M23 et que les États-Unis d'Amérique viennent de sanctionner. Mais pourquoi seulement vouloir à tout prix en découdre avec le M23 alors qu'il y a d'autres groupes armés qui continuent à sévir dans l'est du pays? Si vous lisez attentivement la résolution 2098, la brigade internationale de la MONUSCO a reçu mandat de neutraliser les forces négatives et il y a un listage. Le M23 est la force négative la plus dangereuse parce que c'est celle qui tue le plus grand nombre de gens. C'est celle qui pille. On a posé une question sur le rapport des NAF Project. 500 millions de dollars par an. C'est énorme. Comparé à des petits pillages par les Raïs à Mutomboki ou des ceci, cela, c'est le jour et la nuit.
Donc on l'a mis en tête de liste. Après viennent les FDLR. Lorsqu'on finit avec le M23, on devra s'attaquer au FDLR. Par la suite, viendront les ADF Nalou et les LRA. Espérons seulement que cet appel du gouvernement de la RDC n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Wait and see. Les sénateurs congolais et rwandais ont eu une réunion diplomatique ce 15 octobre 2013 à la Commission des relations extérieures de la Chambre haute du Parlement. Ils réfléchissent sur les stratégies des mises en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba et la paix dans la région de Grand Lac. Les débats ont été élargis et aujourd'hui, ils ont échangé les idées, notamment en rapport avec le projet intégrateur dans la relance de la CEPGL pour la sécurité des frontières respectives. Comme annoncé dans le sommaire, arrivé lundi 14 octobre dans la soirée, le ministre belge des entreprises publiques, de la coopération internationale et développement et chargé de grandes villes, Jean-Pascal Labille, a eu une séance de travail ce mardi 15 octobre 2013 avec le ministre congolais des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie Raymond Tshibanda. Il était question durant les échanges de faire le bilan de programme indicatif de coopération RDC-Belgique pour l'année 2010-2013. Dieu merci, Nzom Mabiela. C'était un tête-à-tête à huis clos entre le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, et le ministre belge des entreprises publiques, de la coopération au développement et chargé des grandes villes, Jean-Pascal Labille. Bien après, les deux personnalités ont retrouvé dans la salle de réunion le vice-ministre chargé à la coopération, Dismas Mangwengu, et la délégation belge pour discuter sur l'évolution du programme indicatif de la coopération entre la République démocratique du Congo et la Belgique, PIC 2010-2013. Comme vous le savez, ce programme a connu un grand retard dans sa mise en œuvre. Seuls les projets se trouvant dans les zones d'intervention de la province de Bambungu viennent de connaître un début d'exécution. Il s'agit du programme de développement agricole Kwilu-Kwango et du programme de désenclavement Kwilu-Kwango. Ce qui nous pousse à dire que nous avons encore beaucoup de travail à faire dans les zones et secteurs prioritaires que nous avons retenus dans le PIC en cours. Un point qui est aussi important, c'est évidemment définir les mesures pour augmenter l'efficacité et la durabilité de la coopération belgo-congolaise. Ce sont évidemment des points importants, l'efficacité, la durabilité, l'appropriation. Ce sont des termes qui viennent aussi d'être évoqués par Monsieur le ministre et j'y souscris entièrement. Enfin, un des objectifs également, c'est de lancer la préparation de la future commission mixte. Le ministre Tshibanda a proposé que la réunion spéciale du comité des partenaires qui est prévue le 19 novembre 2013 se focalise sur la consolidation des acquis de coopération et examiner l'éventualité de développer des activités telles que l'agriculture, les pistes et bacs, ainsi que l'enseignement technique et la formation professionnelle dans chaque zone d'intervention au bénéfice de la population locale. Nous allons rester momentanément aux affaires étrangères pour vous dire que le vice-ministre à la coopération internationale et régionale, Dismas Mangwengu, s'est entretenu ce mardi 15 octobre avec l'ambassadeur de l'Inde en RDC. Au menu des entretiens, les perspectives des coopérations entre Kinshasa et New Delhi dans le domaine de la santé. Encore une fois, Dieu merci, Nzom Mabiala. New Delhi voudrait voler à la rescousse de la RD Congo dans la réhabilitation des cliniques universitaires, les cliniques chinoises et autres institutions médicales. C'est l'objectif de cette rencontre entre le vice-ministre de la coopération, Dismas Mangwengu, et l'ambassadeur de l'Inde en République démocratique du Congo, Manohar Ram. Les cliniques universitaires de Kinshasa, l'hôpital chinoise, l'hôpital de Kitambo, la maternité de Kitambo aussi. Nous travaillons sur les études de faisabilité et on va voir pour les deux côtés comment on peut aller de l'avant. Il y a de cela 3